Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par tvgo.ca, le rendez-vous pour les pros du numérique et des médias sociaux au Québec, où à chaque émission, on a la chance de découvrir les personnes qui se cachent derrière les publications les plus virales et les campagnes numériques qui font jaser tout le monde. Épisode numéro 2, c'est parti! Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir quelqu'un qui a travaillé chez Facebook Canada et qui vient tout juste de lancer son entreprise qui s'appelle Greg Media Lab. Et j'ai nommé Sylvain Martel. Sylvain, comment ça va? Bonjour Francis, ça va super bien. Et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, pour célébrer la Saint-Valentin, on a la chance de discuter rien d'autre que l'importance de la pub Facebook et Google pour les PME. Fait qu'on va jaser de ça ensemble, toi et moi. Exact. Autour d'une bonne bière. Aujourd'hui, on a encore une bière concept. C'est la Doux Bisou de Avant-Garde Brasseur Artisan. Et donc, c'est une petite bière, là, feuille, lime de kaffir et jasmin. Donc, quelque chose de quand même un peu sexy. Là, pour parfait pour un tête-à-tête de la Saint-Valentin live sur Facebook. C'est parfait. Et on est en tête-à-tête, mais on n'est pas tout seul. Vous êtes là avec nous et on vous invite surtout à poser vos questions. C'est un Facebook Live, évidemment. C'est un show du numérique. Vous savez comment ça fonctionne. On va avoir vos commentaires. On va avoir aussi vos questions. Fait que vous gênez pas. Vous nous posez ça en bas. Mais avant qu'on rentre dans le sujet principal, donc pourquoi les PME doivent prendre avantage des pubs Facebook et Google, eh bien, on va apprendre un peu mieux à te connaître, apprendre à connaître ton parcours surtout. Puis toi, je pense que, Sylvain, ça a commencé avant même l'arrivée des médias sociaux, au tout début là, des premiers balbutiements de l'Internet, pas loin dans 94, tu me disais, hein, je pense? Pas mal dans ce coin-là, exactement. Donc, Facebook est arrivé dans ma vie beaucoup plus tard, naturellement. Mais oui, en 94-95, j'avais le père d'un ami qui était un journaliste automobile. Okay. Qui nous avait, qui me connaissait, le geek un peu de la place, puis j'étais déjà dans le milieu des technologies ou J'étais consultant en technologie à l'époque, avant qu'il y ait de l'Internet ou autre chose. Là. Donc, et puis, il me demande si ça me disait quoi l'Internet, si on pouvait peut-être parler des interwebs ou je ne sais pas de quoi qu'on parlait à ce moment-là. Mais bref, on a fini par décider de lancer une version en ligne de son guide annuel. Okay. C'est un guide, donc c'est un site de contenu où on pouvait voir des essais routiers. Non, il n'y avait pas de vidéo. On peinait à mettre 3-4 images de bonne qualité parce que ça nous coûtait tellement cher de bande passante. Mais bref, c'était une super expérience. C'est ça qui m'a amené, lentement mais sûrement, à me rendre dans le milieu de la publicité. Au début des années 2000, j'ai fait un passage dans quelques grandes agences créatives et numériques et médias à Montréal. Puis oui, en 2006-2007, dans ce coin-là, Facebook est devenu public. Je me rappelle d'avoir ouvert mon premier compte Facebook et de commencer à inviter des amis pour nos 5 à 7 du monde de la pub. Bref, okay. On était bien early adopter, mais bref, c'est avant même qu'il y ait une offre intéressante pour les entreprises, pour des pages ou quoi que ce soit. C'était vraiment, j'étais en relation ou j'étais en recherche de relation ou j'ai un party à soir, en gros, ou je n'ai eu un hier. Bon, ça s'arrêtait à ça, Facebook, à l'époque. Et donc, là, toi, on sait que tu as eu la chance de travailler pour Facebook, mais j'aimerais ça que tu me racontes comment tu as appris à travailler avec les médias sociaux autre que pour le plaisir. Donc, comment tu as transformé le plaisir que tu avais sur les médias sociaux puis transformé ça en job? En fait, tu sais, ça n'a pas changé beaucoup de la façon dont on travaillait à l'époque. Il y a 10 ans, envers Facebook, on testait, on essayait des choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. C'est encore pareil aujourd'hui parce que Facebook est très... je dis Facebook, les médias sociaux en général, c'est un environnement assez complexe. Puis on essaie, il y a un peu de documentation, mais il y a de la technologie. On a appris à être résilient, puis il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Mais en fait, c'est simplement, je me reviens à l'époque où j'étais en agence, on avait des clients comme L'Oréal Canada ou comme Maybelline ou Air Canada qui avaient envie d'essayer, qui
qui nous faisaient confiance. On leur avait démontré qu'ils pouvaient nous faire confiance et ils nous ont laissé les guider au travers des méandres de Facebook. On n'avait pas de rep, quoique personne n'en ait rep encore aujourd'hui, ou à peu près, là, mais il y en avait encore moins. Il y en avait 10 fois moins à l'époque, c'est pas peu dire. Et donc, c'est ça, avec ces clients qui nous ont fait confiance, on a fait des tests, on les a déçus, Facebook nous a laissé tomber souvent, mais on a eu des succès assez phénoménaux aussi, qui a fait en sorte qu'on a pu graduellement en faire une expertise, si je peux ainsi m'exprimer. Puis c'est ça, dans les débuts, c'était vraiment les pubs qu'il y avait sur le côté. Hein? C'était même pas dans le newsfeed à ce moment-là, je pense. Non, bien, le newsfeed est arrivé un peu plus tard. Je ne me rappelle pas des années, pour être honnête, là, mais c'était, oui, en effet, il y avait des applications dans lesquelles tu pouvais avoir une bannière. Il y avait encore, jusqu'en 2008-2009, dans ce coin-là, il y a des compagnies comme VideoEgg qui étaient des représentants publicitaires de Facebook où tu pouvais acheter des bannières dans des applications. Bon, ça commençait là. Mais rapidement, 2010-11, Facebook est arrivé avec le newsfeed, l'open graph, et est devenu clairement une entreprise média, ou du moins dont le revenu publicitaire proviendrait de la publicité, et a perfectionné, a optimisé son offre publicitaire. Ça a quand même été assez complexe longtemps, puis c'était une drôle de bibite pour nous, acheteurs médias, mais il y avait quand même déjà, quand tu savais où aller fouiller, quelque chose de bien à l'explorer à ce moment-là. Puis à ce moment-là, donc vous étiez quand même capable d'avoir des résultats avec des pubs vraiment comme style big box, puis ça fonctionnait? Oui. Les premiers bons résultats sont plus arrivés quand on avait il y avait du... Écoute, là, je viens de me souvenir d'un placement publicitaire extraordinaire qui s'appelait le Logout Placement. Bref, parce qu'on était encore beaucoup plus desktop que mobile. Et les gens sur un desktop, souvent sur un ordi de maison, un ordi d'école ou autre université, c'est des ordinateurs qui sont partagés. Et Facebook avait fait un placement publicitaire qui était... Tu pouvais acheter l'écran une fois que les gens se déconnectaient de Facebook. Puis il y avait, si je me rappelle bien, là, genre 5 millions de déconnexions par jour, et tu pouvais acheter une espèce de takeover de Facebook. Ça coûtait cher. C'est pas tous les clients qui pouvaient se le permettre, mais c'était un des placements qu'il y avait. La colonne de droite, qui existe toujours aujourd'hui, qu'on utilise de moins en moins, bref, que je recommande de moins en moins, à l'époque était performante. Puis quand tu me demandes si on avait des résultats, bien, tu sais, les résultats, c'était des clics. Hein? C'était de savoir, on ne mesurait pas vraiment de la vente en ligne, il y en avait encore très peu. On ne mesurait pas de la génération de prospects, où il n'y avait pas de la vraie mesure de conversion. C'était, c'est quoi mon click-through rate, c'est quoi mon taux de clic, puis c'est quoi la quantité de monde que je reçois et qui vont visiter le site un petit peu plus longtemps. Mais oui, on arrivait à générer beaucoup de trafic pour vraiment pas cher. Puis là, tranquillement, pas vite, l'offre de Facebook en publicité s'est améliorée. Puis tu as continué à jouer avec ça. Puis c'est comme ça, un peu, je pense que les liens se sont créés avec Facebook qui a permis que tu aies atterri là finalement. Exact. Encore une fois, je pense que je suis capable de convaincre nos clients de les amener à tester des nouvelles avenues. Puis c'est un peu mon rôle chez Mediacom, qui est une grande agence de médias au Canada, à travers le monde, mais dont le bureau de Montréal. J'étais arrivé là-bas. On était quelques personnes à ce moment-là qui arrivaient pour essayer de faire des choses différemment. Moi, je n'avais pas un background d'acheteur média dans le traditionnel. J'arrivais de la pub numérique, du contenu numérique. Mais ils voulaient tester des nouvelles choses, puis arriver à faire un clash, si on veut, au niveau de la réflexion. Et une des premières plateformes qu'on a testées, naturellement, c'était Facebook. Et ça s'est avéré être super efficace. Donc, de fil en aiguille, on est devenu, dans notre petite équipe, mais avec des grands clients, un des acheteurs médias sur Facebook les plus importants au Canada, ou dans les plus importants. Je n'oserais pas proclamer que j'étais le plus grand acheteur média Facebook à l'époque, loin de là. Mais on était assez important pour qu'éventuellement le téléphone sonne, ou en fait, il y ait une notification dans mon inbox pour dire « Hey, bonjour, je vais être ton représentant Facebook finalement. » Parce que là, on avait assez investi pour aller chercher l'écoute, puis d'aller chercher du support de Facebook, sachant que eux, m'accompagnant, on pourrait investir de plus en plus. Fait que c'est comme ça que je me suis un peu fait connaître chez Facebook au Canada, naturellement. Et
rapidement, on s'est rendu compte, après 1 an ou 2, pour parler, qu'eux me demandaient comment on pourrait mieux servir, on parle de Facebook, mieux servir les entreprises basées au Québec qui sont francophones ou qui sont loin de Toronto. Loin du cœur, loin de la tête, bref, qui réfléchissent peut-être pas nécessairement de la même façon, ne font pas les affaires de la même façon. Donc, la réponse était assez claire, ça vous prend un bureau à Montréal. Et là, c'était de convaincre pour eux, au Facebook Canada, de convaincre la Californie qu'il y avait une raison d'être d'avoir un bureau au Québec, ce qu'ils ont réussi à faire. Et de façon un peu discrète, j'ai fait parvenir mon CV ou mon lien LinkedIn peut-être, mais bref. Et c'était le début d'un long processus. C'est quand même, il fallait quand même que je prouve que j'étais la bonne personne pour être un des premiers employés de Facebook ici au Québec. Et ça a été un processus qui a duré 5 mois, une dizaine, 10, 11, je ne me rappelle pas, 12 peut-être, entretiens sur place, Toronto, au téléphone, bref, plusieurs personnes avec qui discuter. Puis ça représentait aussi la culture de Facebook, ça allait bien au-delà de qui seront tes supérieurs puis qui va te gérer. C'était est-ce que les gens avec qui tu vas travailler veulent travailler avec toi? En fait, ça prenait une espèce de oui général de tout le monde. Dire oui, OK, celle-là, c'est la bonne personne. Bon fit, hein? Il y a un fit de groupe, il y a un fit de gang, si je peux m'exprimer ici. Et voilà, ça s'est bien terminé. J'ai réussi à convaincre Facebook que j'étais la bonne personne, puis j'ai été là-bas pendant 4 ans. Puis, justement, on va parler un petit peu de ces 4 ans-là. Puis, j'en profite pour, si jamais vous avez des questions pour Sylvain, on vous invite à poser des questions en lien avec le sujet du jour, mais également peut-être des questions en lien avec Facebook si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur les dessous. Facebook, c'est une entreprise qui a vraiment une superbe, beaucoup de valeurs, vraiment une structure d'entreprise forte, mais surtout mon Dieu, on en parlait tantôt, là, je cherche le mot. Une culture d'entreprise forte. Puis, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que je pense que ça fait partie des belles expériences que tu as eues à Facebook. Absolument. Dès le jour 1, en fait, tout le monde qui arrive chez Facebook, tu es transporté en Californie, puis tu fais ton un cours, dépendamment du type d'emploi que tu vas avoir là-bas. Si les ingénieurs sont là-bas pendant une couple de mois avant d'être redistribués ailleurs aux États-Unis ou en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de bureaux d'ingénieurs, mais maintenant il y en a plus, mais à l'époque, il y en avait quelques-uns dans le monde. Mais, bref, tout ça pour dire que tu arrives et rapidement, tu es exposé à la culture Facebook et la proximité, parce que de l'extérieur, Zuckerberg, Mark de son prénom, c'est comme une superstar pour nous dans ce milieu-là, ou en tout cas à l'époque encore plus. Aujourd'hui, les gens ont différentes opinions de monsieur. Mais quand même, il est là, il est accessible, il y a réellement un open space comme bureau, un bureau ouvert. Oui, il y a sa salle de conférence personnelle, on s'entend, puis il passe la majorité de son temps dedans avec toutes ses VP. Mais quand même, il est accessible, tu le vois le vendredi après-midi, à chaque vendredi, je dirais 49 semaines sur 52, il se fait un devoir d'être sur place et de faire un Q&A, une session de 60 minutes avec tous ces généraux. Sheryl Sandberg va être présente, Fisher, Chris Cox et compagnie sont sur place. Ils présentent pendant 10-15 minutes qu'est-ce que c'est les bons coups de la semaine. Un ingénieur qui a réussi à trouver 1 centième de seconde de moins pour processer une donnée, puis ça devient une économie d'1 million de dollars par semaine. Des choses comme ça, mais ça prend pas grand-chose pour faire gros quand tu as 2 milliards d'utilisateurs, naturellement. Ils sont disponibles, ils sont accessibles, ils répondent aux questions des gens sur place, mais des gens, de tous les employés, de tous les bureaux dans le monde sont en live feed, en fait, en circuit fermé et questionnent. Donc, c'est très, très... les gens sont là pour les employés et c'est ce que j'ai beaucoup vécu, beaucoup aimé aussi. Tu es très sollicité, tu travailles très fort, c'est très compétitif, naturellement, mais en même temps, on te donne toutes les ressources inimaginables pour que tu sois capable de déconnecter quand tu es parti du bureau, puis tu t'en vas voir ta famille, puis profites-en. Et on donne l'exemple. Vraiment, ça a été de tous les niveaux de la hiérarchie là-bas. S'il y a quelqu'un qui a un enfant, il part pendant 4 mois, that's it, là. C'est pas OK, vu que toi tu peux le faire, mais moi je vais rester ici, le lendemain matin je vais être ici. Non. Fait que, bref, tout ça pour dire que superbe culture. Et c'est une grande révélation quand tu arrives chez Facebook de vivre ça, puis d'être capable
Bien, puis pour moi, c'était d'avoir la chance. On se pince à chaque moment quand on arrive au siège social. C'est comme Disney World pour un enfant de 6 ans. C'est majestueux. C'est un bel endroit, c'est la Californie. Mais tu as les bureaux d'Instagram, tu as Oculus, tu te promènes, tu rencontres ces gens-là, tu as la capacité de rencontrer des gens extraordinaires qui travaillent le produit dans le quotidien. Ouais. Donc, c'est une super aventure. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a des éléments peut-être qui ont été un peu plus difficiles. Je pense que tu as essayé d'être un bon ambassadeur pour Facebook au Québec. Oui. Tu as essayé vraiment de te rapprocher le plus possible de la communauté, des gestionnaires de communauté, justement, puis essayer d'être le plus possible. Mais tu l'as dit, tu t'es fait beaucoup solliciter, puis je pense que ça n'a pas été facile, cette partie-là. Tu as eu un apprentissage à faire. Écoute, là, tu sais, pas facile. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Ceci dit, c'est vrai, j'ai voulu et je me suis mis de l'avant autant que possible. Il y a plusieurs personnes qui déjà, puis ça fait un lien avec le sujet qu'on va toucher plus tard. Il y a des gens qui me disaient « Ouais, mais c'est pas une bonne nouvelle si Facebook ouvre un bureau au Québec, ça veut dire moins d'argent pour les médias québécois, entre autres. » C'était vrai, mais de l'autre côté, moi, je leur disais « Oui, mais j'aimerais être la personne qui va ouvrir certaines portes pour des jeunes, des startups de Montréal, pour des médias du Canada ou de Montréal, que je vais pouvoir connecter avec le réseau à l'interne. C'était mon désir. On a réussi à le faire avec quelques petites entreprises. Puis ça, pour moi, c'est déjà extraordinaire. De l'autre côté, ben oui, j'ai voulu aider. Oui, j'ai voulu être présent, entre autres, pour nos gestionnaires de communauté, parce qu'on sait, Facebook s'en occupe pas. Facebook s'occupe des grands comptes, s'occupe des gens qui investissent des sous, s'occupe des gens qui créent du contenu. Oui, la plupart des médias vont être, des grands médias surtout, vont être servis, que ce soit chez Radio-Canada, chez Bell et compagnie. Mais c'est beaucoup plus complexe pour les gestionnaires de communauté puis les petites entreprises. Puis quand je dis complexe pour les gestionnaires de communauté, bien, c'est Facebook a créé de l'emploi. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir non pas juste un site Internet, mais aussi une page Facebook puis une communauté à entretenir, mais arrangez-vous avec. Ouais. Parce que nous, on ne s'occupe pas de vous. Holy shit! Pardon, mais quand même. Puis quand il y a des bugs, on sait, c'est pas facile. Fait que tout ça pour dire que j'ai essayé d'être là. C'était pas ma spécialité parce qu'on était beaucoup plus orienté stratégie et publicitaire et contenu que gestion de communauté. Mais en même temps, bien, j'ouvrais la porte, je disais « Oh, oui, contactez-moi », puis au final, je ne réussissais pas à revenir à tout le monde, à servir tout le monde. Je pense que j'ai probablement déçu bien des gens à ce moment-là. C'était sincère l'aide que je voulais apporter. Comme je te disais tantôt, j'en ai profité pour m'excuser solennellement de ce manque de support s'il y a lieu. Mais non, sans blague, c'est ce que j'ai essayé de faire. Puis c'est un petit peu ce qui m'a amené à sortir de Facebook aussi. C'est des cycles, beaucoup, 4-5 ans dans les grosses tech californiennes, c'est ce qu'on voit. Ça attire beaucoup de jus, là, on s'entend. Puis moi, je voulais rester à Montréal, je ne voulais pas m'exiler à Toronto ou ailleurs dans le monde avec la famille ici. Donc j'avais envie d'aider d'autres personnes, j'avais envie d'aider d'autres entreprises. Puis je me suis dit, pourquoi pas me lancer en agence puis être capable de rejoindre des entreprises avec mon expertise, puis l'expertise des gens dans mon réseau, puis d'aider un plus grand nombre d'entreprises qui n'auraient pas accès à Facebook normalement. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Puis, juste avant de parler de Greg Media Lab, justement, que tu as lancé pour ça, c'est quoi la chose peut-être que tu retiens le plus de tes années à Facebook, que tu traînes avec toi jour après jour dans ta business que tu viens de lancer, ou dans l'approche de tes clients, ou dans la création de contenu, peut-être? Bien, en fait, ça touche pas trop la création de contenu, mais je pense que d'avoir une vision et des valeurs claires, de les vivre comme entreprise, pour moi, ça a été... Puis chez Facebook, je reviens sur la mission qui a changé depuis, mais qui était de créer un monde ouvert et connecté. Ouais. C'était ça chaque jour. C'était, oui, on va faire plus de revenus, mais ces revenus-là servent à créer un monde plus ouvert et connecté. Puis c'était un réel désir, et tu le sens de l'interne. On peut avoir une opinion qui diffère aujourd'hui, on peut regarder ça, puis il n'y a pas que du bon, naturellement. Ça ouvre la porte à des gens qui peuvent l'exploiter pour des moins bonnes raisons. C'est ça qu'on a vu qui est sorti cette semaine avec l'article de Wired, entre autres, qui parle un petit peu les dessous de comment les Russes ont peut-être pris avantage au niveau des élections américaines ou quoi que ce soit. Puis à quel point peut-être ça pèse sur Mark Zuckerberg qui, lui,
était peut-être un peu trop optimiste par rapport à l'avenir connecté puis toute l'équipe. Puis là, il s'est rendu compte peut-être que des gens pouvaient en prendre avantage. Toi, tu as été à l'intérieur de la compagnie. Comment tu vois ça, justement, peut-être ces nouvelles-là qui sortent récemment? Tu n'es pas en train de m'amener sur le sujet là, des changements d'algorithme, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Écoute, moi, j'ai plein de clients qui m'ont demandé récemment, c'est quoi, c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. On ne sait pas trop si c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, parce que comme tout ce qui est annoncé chez Facebook, quand tu vas le vivre, tu vas le savoir. Pour l'instant, on peut espérer, mais je pense malgré tout que quand tu penses à Vladimir Poutine ou la Russie, quand tu penses à Donald Trump, les élections, puis les Russes, puis les scandales qu'on entend, ben oui, c'est une bonne nouvelle. Ça va faire en sorte que notre boulot à tout le monde dans les médias sociaux va être probablement encore plus compliqué qu'il l'était déjà. On va probablement travailler encore plus fort pour créer du contenu, puis être capable de le distribuer, puis d'être plus vu, d'avoir à investir plus de sous. C'est vrai. Mais au final, ça va redevenir une plateforme qui, je crois, sera plus saine et plus qui va répondre à son devoir de créer une meilleure société par la connectivité. Je pense que ça nous ramène là. C'est un peu ce que Facebook était il y a quelques années. J'ai quasiment le goût de croire qu'on y retourne. En même temps, on le sait que pour les entreprises qui veulent investir puis développer les affaires, ils vont réussir à le faire. Facebook a un modèle publicitaire, un modèle de revenu. À 98 %, je pense, c'est la publicité. Ça ne changera pas demain. Donc, l'opportunité est là. Et ça ne coûtera pas moins cher. Ça coûtait beaucoup moins cher il y a 5 ans. Ça coûte de plus en plus cher, mais c'est encore le média aujourd'hui qui donne... J'ai pas le terme, puis c'est un peu Gary Vaynerchuk de VaynerMedia qui l'utilise beaucoup, mais on est des attention traders. Donc, on va là où ça coûte le moins cher aller chercher l'attention des gens qui sont importants pour une marque. Exact. Et puis aujourd'hui, c'est les médias sociaux. C'est comparé à n'importe quel autre média, c'est les médias sociaux. Puis qui donnent le meilleur retour sur investissement, surtout en termes de dollars investis. Exactement. Ce sera quoi demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? On ne sait pas. Mais pour aujourd'hui, quand on regarde les 2 dernières années de Facebook, les petits problèmes que ça a créés, je pense que c'est une belle marque de Mark Zuckerberg de prendre du recul, de dire je pense qu'on a des problèmes à régler, on va les régler, puis on va leur donner plus de place aux humains avant de donner de la place aux organisations. Oui, puis je pense que ça va surtout, parce que quand tu regardes les nouveautés qu'ils ont apportées à l'algorithme, les changements qu'ils ont apportés, bien, ils disent beaucoup qu'ils veulent du meilleur contenu, en fait. Fait que je pense que ça va plus forcer certaines entreprises, à la place d'être tout le temps en mode push, d'être peut-être plus en mode conversationnel, puis surtout créer du contenu qui va vraiment parler à leur fanbase plutôt que faire des annonces puis être plus en mode sales pitch. Ben oui, puis en fait, après les photos de tes dernières vacances qui sont super belles, puis que les photos des bébés, puis de la famille, puis mais qu'est-ce qu'on partage comme contenu? On revient, encore une fois, c'est un terme anglo, mais le return on attention. Donc, comment on donne de la valeur aux gens qui nous entourent? Parce qu'on s'entend que si toi, tu as envie de cliquer sur une photo que j'ai publiée, bien, il faut qu'il y ait un échange. Toi, il faut que tu me donnes du temps à moi en tant que personne qui publie un contenu. Puis, tu es récompensé parce que tu as une émotion. Tu es récompensé parce que ça te fait rire, ça t'informe. Ça te fâche peut-être, mais au moins il y a un retour. Puis là, bien, c'est là que s'installe un échange, entre guillemets. Donc... ce que Facebook appelle les « meaningful conversations ». Exactement. Mais à partir du moment où une marque de bière ou une marque je ne sais pas, un magazine ou un autre crée du contenu qui répond à ce que leurs audiences s'attendent. Quand tu écoutes les gens, quand tu analyses les comportements des gens que tu connais, donc tes consommateurs, tes lecteurs, tes auditeurs, tu es capable de créer un meilleur contenu et ce contenu-là va être distribué par les gens aussi. Je donnais en exemple récemment une super vidéo de National Geographic, peu importe c'était quoi la vidéo, mais c'était magnifique. Puis je l'ai vu comme 8 fois dans mon fil d'actualité cette semaine. Dans 1 an, ça va être pareil parce que la vidéo était magnifique. C'est ça qu'on veut. Il faut juste comprendre que les gens sont peut-être plus difficiles qu'avant aussi. Ils sont peut-être un petit peu moins photo de chat puis clickbaiting comme on le connaît. Puis il va falloir être un peu plus intelligent puis comprendre, puis c'est ce que j'essaie de faire dans mon quotidien aujourd'hui, comprendre que l'investissement en temps que ça demande, bien, il faut que tu le mettes dans l'équation aussi pour savoir c'est quoi ton retour sur l'investissement. C'est pas juste de dire je mets du média en plus, mais c'est
C'est l'équipe qui est là, c'est la valeur des échanges, puis la valeur des gens que tu apportes du point A vers le point B, puis qui éventuellement deviennent tes clients ou tes lecteurs fidèles. Bien, il faut juste faire un meilleur calcul de tout ça pour être capable de déterminer c'est quoi mon retour. Puis je pense que ça force un petit peu plus les gens à le faire mieux maintenant. Puis je pense que c'est une partie de ce que tu fais présentement dans ta nouvelle entreprise que tu viens de lancer, qui est Greg Media Lab. Peux-tu me parler un peu plus de la nouvelle entreprise? Oui, puis avant que quelqu'un fasse une joke plate, non, il n'y a pas de Greg chez nous. Tout le monde me demande c'est qui Greg, mais Greg n'existe pas. En fait, ça vient du mot grégaire, donc la propension qu'ont les êtres humains, les animaux, à se rassembler en communauté. Donc il y avait un lien, mais grégaire n'était pas un terme très sexy pour une entreprise. Donc on l'a mis de côté, on a continué à chercher. On est revenu avec Grégory. Grégory, dont le latin le vieux grec, veut dire watchful puis alert. Okay. Et on trouvait que ça représentait bien ce qu'on voulait être pour nos futurs clients. Et de Grégory, on est arrivé à Greg. Donc, voici qui est Greg. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vais peut-être être un petit peu blessant pour certaines personnes, mais je m'étais un peu juré, puis je l'ai dit sur un groupe populaire sur Facebook récemment, mais je m'étais juré que je ne retournerais pas en agence. Je l'avais fait. J'avais beaucoup aimé, mais je voulais passer à autre chose. J'avais aussi pas mal fait la promesse que je me lancerais pas, je ne créerais pas mon agence parce que je n'avais pas le goût de me battre contre ces grands groupes-là qui ont beaucoup plus de moyens. Mais tu sais quoi, après 4 ans chez Facebook et même quelques mois après Facebook, je réalisais qu'il y a très peu de vrais spécialistes, il y a très peu de gens qui comprennent la game des médias sociaux, il y a très peu toutes les entreprises en ont maintenant besoin, mais sont souvent très, très mal servis. Puis dans les grands, comme dans les petits groupes, là. Donc, ça m'a un peu forcé à me dire, guess what, je pense que j'ai une expertise que je pourrais exploiter, la mettre à profit. Puis finalement, bien, comme je le disais précédemment, j'avais envie en même temps d'aider. Je voulais faire de la consultation. Je me suis dit, bon, bien, peut-être qu'au lieu de faire de la consultation, je vais avec une agence de quelques employés ou une douzaine d'employés, bien, on va pouvoir rejoindre plus de clients et aider plus de gens avec notre savoir-faire. Donc, voilà, on a décidé de lancer l'agence il y a 6 mois maintenant. Ça se passe assez bien. Une dizaine de clients déjà, des gros mandats. Puis ce qu'on fait, c'est assez simple. Puis je fais le pari d'être social d'abord et avant tout. Donc, en anglais, je dirais social first. Mais on n'est pas juste social. Mais pour moi, je veux commencer une conversation avec des clients qui ont besoin de retravailler leur image de marque, qui ont besoin de retravailler plein de choses, de faire une transformation de leur marketing en disant peut-être que le social pourrait être au cœur et non pas à la fin de ton processus, ta réflexion. Comme souvent c'est le cas, un peu Comme souvent c'est le cas. Puis clairement, le social n'est pas la réponse à tout. Là. L'environnement social ne sera pas là où on fera de la business, puis que ce ne sera pas le seul canal marketing qu'on va proposer à nos clients. On le sait très bien. Par contre, il y a tellement d'analyses de données, il y a tellement d'insights à aller chercher au travers des engagements, des interactions. Puis Facebook fournit un petit peu de données, mais il y a des outils externes qui nous permettent d'aller en chercher encore plus, de croiser cette donnée-là avec de l'analytique. Moi, je veux que la donnée soit au cœur de tout. Puis la donnée vient du social, beaucoup, parce qu'on donne beaucoup d'informations aux environnements sociaux. Et à partir du moment où on a une meilleure compréhension des gens à qui on s'adresse, puis on connaît plus leurs habitudes de vie, on connaît plus leur groupe d'âge, ou peut-être qu'on va créer du meilleur contenu. Puis je pense qu'il faut respecter ça. Je le voyais avec une cliente ce matin et on voit qu'il y a sur certains contenus, les 25-35 sont super actifs, mais les 45+ délaissent notre contenu, sont exposés, mais n'engagent pas avec. OK. Bien, c'est assez clair qu'on avait un message. Puis on ne peut pas avoir un message entre les millénaires puis les vieux X qui s'en viennent, ils sont encore jeunes, mais groupe qui me rejoint. Mais quand même, tout ça pour dire qu'il faut simplement, puis c'est le pari qu'on se donne, c'est de partir dans l'analyse de données, beaucoup de science de la donnée, puis de la rendre créative, cette science de la donnée. Il y a beaucoup de données, les gens ne savent pas quoi faire avec. Puis je pense que là, l'intelligence artificielle, donc
de sujet principal de Montréal va nous aider à faire encore beaucoup plus de chemin et à comprendre encore plus cette donnée-là. Mais déjà, il y a trop de données que les gens n'utilisent pas. Fait que soyons d'abord et avant tout, respectons cette donnée. 2, créer un meilleur contenu. Et 3, ça va mieux se distribuer. Puis c'est là que le social prend une grande part des stratégies qu'on développe avec nos clients. Mais par la suite, c'est du search, c'est Google. Par la suite, c'est le site Internet qui doit être adapté. Par la suite, il y a d'autres canaux à utiliser. J'ai des clients pure play numérique aujourd'hui qui font de la publicité sur des panneaux sur le pont Jacques-Cartier. C'est ou ailleurs dans la région de Montréal. C'est un mélange des deux. Mais encore une fois, ces joueurs-là, chez qui on fera des médias externes, il faut être capable de s'assurer que les audiences sont les bonnes. Si ce ne sont pas les bonnes, on ne mettra pas 10 000 20 000 50 000 d'investissement pour le fun, puis parce que c'est cute. Ouais. Faut, en bon québécois, il faut que ça fasse du sens. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton processus. Fait que présentement, chez Greg Media, à quoi ça ressemble une journée dans ta vie, dans ton nouvel emploi? Bien, mes journées sont longues. Elles sont longues, oui. Quand on lance une entreprise. Ouais, c'est ça. Donc, je suis très impliqué encore dans les stratégies, dans la réflexion, naturellement, parce qu'on est une petite boîte, on a quelques employés seulement. En même temps, je dois être un directeur général, puis je dois amener l'entreprise plus loin, puis je dois faire plein d'autres tâches d'entrepreneurs qui ne sont pas du social ou de la stratégie. Mais je dirais que je me lève assez tôt. J'étais un couche-tard habituellement. J'ai pris récemment l'habitude de me coucher plus tôt pour me lever très tôt. Donc, 5h30, je vais être debout, je vais commencer à lire, regarder les campagnes. Mais j'aime ça, regarder le travail qu'on fait pour nos clients, puis de l'analyser. Je ne serais jamais capable de me détacher complètement. Je pense que j'ai besoin de garder un œil. On a plusieurs dashboards, plusieurs tableaux qui nous permettent de voir, d'avoir un coup d'œil rapide pour chacun de nos clients, les investissements, le contenu, interaction, croissance de la communauté, comment ça se passe. Donc, je fais un peu ça. J'en profite pour perdre mon temps aussi. J'en profite pour lire. Il y a plein d'articles que j'ai pas le temps de lire dans le reste de la journée. Tous ceux qu'on clique Save, là. Oui, c'est exactement. Donc, sur les 700-800 articles Save, j'en lis 2-3 par semaine. Donc, j'arriverai jamais au bout. Parce que j'en enregistre probablement 50 fois plus au courant de la semaine. Ouais. Mais oui, ceux-là, exactement. Ceux que je mets dans Pocket puis que je fais encore, je le sauve pour plus tard. Puis j'en ai partout. Bon, j'en lis quelques-uns quand même. Donc, c'est pendant la journée, commence comme ça, on regarde ce qui se passe pour nos clients, puis je fais mon to-do. Je suis un faiseux de to-do. Je me fais 5 tâches pour ma journée. J'en ai 1000. J'aime beaucoup écrire. Je ne suis pas très numérique dans ma prise de notes. Encore en prise de notes. Oui, j'aime beaucoup Moleskine. Je prends bien des notes. J'essaie des post-it partout. Mais je me fais un to-do de la journée. Il faut que j'ai 5 tâches maximum. Puis, habituellement, j'arrive à en faire 2. J'en avais 20 avant, puis j'en faisais 2. Puis là, j'étais découragé, je me couchais stressé, je dormais pas. J'en mets moins. Des fois, je traverse ma liste, ça prend 2 jours, mais des fois, je ne la traverse pas tout au complet. Mais puis après ça, j'embarque dans ma voiture parce que j'habite maintenant l'extérieur de Montréal, donc il faut aussi se rendre au bureau. Ouais. Mais je rencontre beaucoup de clients. Mon objectif, c'est de faire beaucoup d'éducation, de faire comprendre l'importance du social, puis j'aime ça. Puis je pense que je l'explique bien, je connecte bien avec mes clients. Fait que je te dirais que mes journées, en grande partie, c'est de prévoir, c'est de gérer ma gang, gérer mon équipe, s'assurer que le travail qu'on fait est de bonne qualité parce qu'on se dit des spécialistes, puis je vais m'assurer que la barre n'est pas là, mais elle est très, très élevée. Très, très élevée, exactement. Donc, puis je rencontre beaucoup de clients. Je pourrais dire qu'une journée type, même s'il n'y en a pas 2 pareils, ça pourrait ressembler à ça. OK. Puis, justement, quand tu t'assois avec un client, sur l'aider avec sa stratégie, ça serait quoi un how-to que tu pourrais partager avec les gens, peut-être pour dire comme... Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas les mêmes ressources, n'a pas les mêmes réalités, mais s'il y avait les meilleures pratiques de dire comme OK, voici comment je devrais faire une bonne stratégie pour avoir le meilleur retour sur investissement possible, à quoi ça ressemblerait? Quelles seraient les étapes? On va être si longtemps, j'espère qu'il y a d'autres bières parce que ça se peut. Ah oui, j'en ai d'autres. OK, parfait. Non, mais si... boy. Le reality check, souvent, va être un audit
j'amène nos clients vers un audit assez de haut niveau, là, rien de super complexe, mais en 5-6 minutes, on est capable de leur dire que le pixel, par exemple, Facebook, n'est pas installé sur leur site en 2018. Ouais. Ça part pas super bien. Que le pixel est installé, mais qu'il n'y a pas d'événements custom, ou il y a peu d'événements qui sont associés avec le comportement du site. Que tu regardes le contenu, puis c'est du contenu. On est, avant même d'avoir accès comme administrateur d'une page par le contenu, on sent que ça ne répond pas à des normes graphiques sociales. Donc, on se rappelle qu'on pose du contenu, il y en a 1/10, 1/5 que les gens vont voir, mais comment les gens doivent faire se rebâtir votre histoire en tant qu'entreprise s'ils voient 1/10 de votre contenu? Mais il faut être capable d'avoir une certaine constance. Ça s'en va dans toutes les directions. On parle souvent à nos clients de... J'aime utiliser l'exemple des musées. Puis peut-être que je me trompe parce que je ne connais rien des musées, mais ce que j'aime dire, ce que j'avais lu ailleurs, je ne sais pas de qui, mais ce que j'aime dire à mes clients, c'est on reconnaît une bonne exposition dans un musée, pas par les œuvres qui sont sur les murs, mais par les œuvres qui n'y sont pas, qui sont au sous-sol ou dans d'autres entrepôts à travers le monde. C'est difficile de faire un choix éditorial. C'est difficile de dire... Je ne peux pas mettre des offres d'emploi sur Facebook, essayer d'attirer des gens, de me rendre sexy comme marque, d'attirer des gens dans mon restaurant au travers d'une stratégie sociale. Il faut être capable de décider, et par plateforme, à ce moment-là, bien, peut-être que Twitter est encore sa place. Pas peut-être, Twitter a encore sa place. Il devrait avoir un rôle différent. Exact. Utiliser LinkedIn pour un autre type de boulot qu'on veut accomplir comme entreprise. Facebook devrait jouer un rôle qui est différent d'Instagram. Donc, je pense que j'en vais dans toutes les directions en ce moment, là, mais ce que je pourrais dire, c'est de... Faites un audit, là, regardez qu'est-ce qui est possible de faire puis qu'est-ce que vous faites, là. Puis habituellement, il y a un écart assez grand, souvent. Puis comment vous avez bien défini le rôle que vous voulez donner à chaque plateforme sociale qui existe pour votre entreprise. Puis ça serait déjà un bon départ. Puis là, une fois que ça c'est trouvé, donc on a une bonne stratégie en place, comment on intègre justement le paid là-dedans, puis l'achat de pub Facebook ou l'achat de Google Ads? Comment on est capable d'intégrer ça une fois qu'on a vraiment bien compris c'est quoi notre stratégie, c'est quoi nos KPI, c'est quoi les indicateurs clés de performance qu'on veut aller chercher? À partir de là, comment toi, tu as intégré ça là-dedans? Bien, on s'en sort pas. T'sais. Est-ce que les médias sociaux doivent faire partie de notre écosystème marketing? Oui. Est-ce que le média payé doit faire partie de votre stratégie marketing? Je parle de médias payés social, pardon. Ouais. Aussi, c'est un oui. Et on s'en sort pas. Par contre, tu as parlé d'indicateurs de performance. Je l'ai fait chez Facebook, puis je le fais encore avec mes clients aujourd'hui. Je refuserais qu'un client me dise « je vais investir 5 000, 10 000 ou 15 000 $, même dans une stratégie, dans la gestion de communauté, s'il n'y a pas des objectifs clairs qui doivent être mesurés. Puis ces objectifs-là doivent représenter des objectifs d'affaires. Parlez-moi pas... Je comprendrais pourquoi une entreprise qui a 52 fans, mais qui a 10 millions de chiffre d'affaires, voudrait avoir 5 000 ou 10 000 fans. Je pense que c'est une question de crédibilité d'entreprise. Ouais. Puis ça, je peux comprendre qu'on veuille la faire grandir, mais dites-moi pas que votre objectif pour 2018, c'est « je veux plus de fans ». Parce que dans 6 mois, vous allez me détester parce qu'il y a probablement 0,2 % de ces gens-là qui vont le voir, votre contenu, parce qu'il a été acquis par des concours ou peu importe comment vous avez créé votre communauté, puis éventuellement... Ça, je l'ai dit souvent, mais éventuellement, bien, OK, le gars de Facebook, tu me fais, non, c'est pas cool, ça marche pas, puis je passe à d'autres choses. Puis c'est pour ça que je veux, moi, ce que je veux, c'est on veut vendre des T-shirts en ligne, on veut promouvoir. Bon, il y a des gens qui font un travail extraordinaire là, dans les musées du Québec, d'ailleurs, de promouvoir les expositions, mais l'essence même de l'art, puis Donc, ça, c'est un objectif. Si l'éducation en est un, bien, on veut s'assurer de créer du contenu qui répond à cet objectif-là. Puis après ça, bien, on veut s'assurer que les gens qui sont les plus importants pour nous le voient. Ouais.
On ne veut pas faire un grand coup d'épée dans l'eau. Il y a encore des entreprises qui réussissent à avoir beaucoup de portée organique ou beaucoup d'engagement. Il y en a qui ont la vie plus facile que d'autres. Puis je ne voudrais pas dire ça, mais des clients avec qui... J'aime prendre l'exemple, puis je ne veux pas dire qu'ils ont la vie facile parce qu'ils ont fait un travail de fou pour y arriver, mais les gens de BRP qui est la compagnie qui produit ici au Québec, d'ailleurs, en Estrie, à Valcourt, Sea-Doo, Ski-Doo, Off-Road, Spider, se sont investis, ont travaillé de façon extraordinaire, mais leur clientèle, c'est des fans. C'est des fans finis. Les gars, les filles et les gars, mais les fans de Ski-Doo, ils veulent rien savoir d'un Polaris ou d'un Arctic 4. Donc, par contre, si tu mets un contenu de merde, ils ne s'engageront pas. Bien, ils n'engageront pas. Ouais. Mais ils ont réussi à faire un contenu extraordinaire dans chacune des divisions. On les a accompagnés. Ce n'est pas nous qui avons fait le travail, c'est eux. Mais aujourd'hui, ils ont des communautés de plusieurs centaines de milliers, voire millions de fans. Ils sont ultra engagés. Mais malgré tout ça, ils vont investir du média pareil parce qu'ils doivent convertir ces gens-là en des clients éventuellement. C'est pas juste « j'espère avoir un jour un Spider ou un Ski-Doo », mais je veux aussi, comme entreprise, le vendre. Donc, tout ça pour dire que ça se peut rejoindre des objectifs d'entreprise par de l'organique. Il faut choisir quelles publications sont clés pour nous. C'est qui notre audience? J'ai parlé de données tout à l'heure. Il faut définir nos audiences. Puis là, on pourrait faire une heure complète sur la gestion des audiences de Facebook. Et à partir du moment où on a défini nos audiences, c'est d'exposer notre contenu aux bonnes audiences et de mesurer les gens qui auront cliqué et qui seront venus sur mon site et le temps passé sur la durée des vidéos vues, sur les achats en ligne, si c'est un achat de vêtements que je veux faire. Mais voilà, ce qu'il faut ramener, en fait, ce à quoi je veux ramener tout ça, c'est de faire un lien direct entre des objectifs d'affaires et c'est ça qui doit contrôler et forcer tout ce que vous ferez comme initiative dans les médias, en général, mais aussi en social. OK. Je ne sais pas ça si j'ai répondu à la question, mais en tout cas. Bien, quand même, mais peut-être, justement, tu sais, là, on parle de bien connaître son audience, bien définir. Mettons, là, tu es assis devant Business Manager, puis là, tu te dis... Hi, ça part bien. Oui, c'est ça. Mettons, tu te dis, là, OK, là, je connais mon audience, comment je fais pour mettre en place une stratégie paid qui va bien fonctionner? Fait que je pense que l'audience, c'est quand même un élément clé, ton contenu aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait essayer de dire comme, OK, avant de m'asseoir devant un Business Manager, il faut que ces éléments-là, il faut que je les maîtrise vraiment bien pour que ça performe comme du monde? Bien, tu l'as dit, les audiences, d'avoir une stratégie d'audience, là, ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement complexe parce que les audiences, ça se multiplie comme du mauvais herbe. Là. Il y en a du jour au lendemain, tu en as 5, tu en as 15, tu en as 50. Il faut que tu saches pour chaque audience répond à quel objectif de campagne que tu veux faire. Ultra important. De l'autre côté, c'est d'avoir les bons créatifs. On a parlé de connaître vos audiences, on a parlé d'avoir plus qu'un créatif. Ça se peut que ce soit une seule image ou 2 images ou 2 vidéos, mais avec une description qui va être appropriée pour l'audience à qui je m'adresse. Fait que d'être capable d'avoir une stratégie qui multiplie le nombre de créatifs. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire 22 créatifs différents pour chacune des campagnes. Vous allez virer fou, puis moi aussi, puis tout le monde. Mais l'objectif, c'est simplement de dire, bien, j'ai des hommes versus des femmes. Peut-être qu'ils vont connecter de la même façon, peut-être pas. Des gens de 25 versus 50 ans, probablement que ce n'est pas la même image ou le même texte que je devrais utiliser. Fait que d'avoir cette stratégie de contenu, de créatif publicitaire, devrais-je dire, et qui répond aussi, si c'est une redirection vers votre site que vous voulez faire, bien, assurez-vous que ce créatif-là correspond à la page de destination que vous aurez aussi. Parce qu'éventuellement, si je clique sur une belle image qui me vend un service X et que j'arrive sur une page qui ne me parle pas du service X, qui n'a pas les mêmes normes graphiques, je ne peux pas faire de lien, qu'est-ce qui va arriver comme client? Je vais fermer, ça va être la fin. Il faut avoir une stratégie qui est, puis là je vais de très, 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 très haut niveau, mais entre la destination, entre les créatifs qu'on va utiliser, les audiences à qui on va les exposer. Par la suite, bien, c'est de créer une campagne, mais j'oserais dire, prenez le temps de vous informer ou d'engager les bonnes personnes qui comprennent, parce que c'est pas simple de faire de la gestion publicitaire sur Facebook. Facebook l'a vendu comme étant très simple.
ça peut l'être, mais quand on veut être efficace, qu'on veut mettre des budgets, puis qu'on veut s'assurer que nos budgets, bien, c'est notre argent. Puis quand tu es une petite entreprise, bien, c'est probablement le souper ou restaurant que tu n'auras pas le week-end prochain parce que tu te dis, OK, je vais essayer d'en mettre 250 $ puis que ça se tourne en client. Tu sais. Donc, on comprend le commitment que ça représente pour une personne, pour une entreprise, mais c'est de s'assurer que ces sous-là vont porter fruit. Oui. Donc, puis, qu'est-ce qui fait que présentement Facebook et Google sont si bien placés pour aider les PME, justement, versus les médias locaux, versus potentiellement acheter de la pub dans le journal local? Là, c'est le vif du sujet. Oui, ça, on rentre vraiment dans le vif du sujet, là, puis on veut vous entendre dans les commentaires là, si vous avez votre opinion là-dessus ou si jamais vous avez des questions. D'ailleurs, on a une question qui est pinée présentement. Alex Castonguay qui veut savoir, Facebook suggère souvent des publicités à partir de nos publications performantes. Peut-on faire confiance à ces suggestions ou doit-on absolument l'optimiser nous-mêmes? Fait que quand Facebook te dit « Hey, cette publication-là, la performe mieux que 80 %, tu devrais la booster. » Fait que dans le fond, on sait en fait, généralement, c'est recommandé de booster les publications qui performent le mieux parce que ça va donner le plus de rendement sur ton investissement parce qu'on sait qu'une publication qui ne performe pas organiquement risque pas de mieux performer en Facebook Ads, puis elle risque de te coûter encore plus cher qu'une publication qui va bien performer. Généralement. Oui, généralement. Oui. Généralement. Non, mais en fait, j'aime la question. C'est une bonne question. J'oserais pas dire de ne pas faire confiance à Facebook. Facebook, c'est beaucoup de choses, puis je pense que les systèmes automatisés sont très, très bons. Ça se peut que les créatifs, la publication qu'on a mis en ligne, elle n'est pas nécessairement un objectif d'affaires. Ça se peut que, oui, elle est cute, mais oui, il y a le type d'image que les gens aiment ou le contenu que les gens aiment. Mais ça m'apporte-tu vraiment? Y a-t-il un retour possible? Il faut quand même être... Habituellement, si c'est un super créatif, je vais prendre l'exemple de vendre des vêtements en ligne, puis que les gens l'aiment, puis que les gens l'ont aimé souvent, ont commenté, bien, je pense que ce serait une bonne idée d'écouter Facebook et de dire « OK, on va y aller ». Mais moi, je pense que la meilleure idée là, que vous pourriez avoir, c'est aussi de regarder, de prendre du recul, de regarder les publications qui fonctionnent bien, puis de vous prendre cette décision-là, pas de laisser Facebook la prendre pour vous, parce qu'il y a probablement d'autres paramètres que Facebook ne saura jamais, qui vous sont propres, qui devraient entrer en considération. Puis tu sais, tu disais souvent une publication qui organiquement crée un certain buzz va mieux fonctionner et va nous coûter moins cher. Vrai. Mais est-ce qu'elle va nous permettre de vendre nos vêtements en ligne? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est peut-être... Puis il faut connaître nos audiences aussi. Si nos audiences d'engagement, encore une fois, c'est un autre type d'audience, ces gens-là réagissent beaucoup. Est-ce qu'on a testé des créatifs publicitaires promotionnels avec eux? Puis est-ce qu'on a vu que oui, que ces gens-là qui aiment tout le temps, est-ce qu'ils achètent aussi? Ça se peut que non. Fait que là, c'est encore une fois, Facebook a beau nous le dire, il y a plein de gens qui l'aiment ton contenu. C'est comme, yeah, right, mais ça m'apportera pas de business. Ça met juste des likes ou des haha. Bien, c'est ça. C'est pas le... Et puis, tu sais, on a vu souvent des BMW, mettons qu'on prend une marque comme BMW, qui est une marque de luxe, il y a probablement 90 % des gens qui interagissent avec le contenu, qui rêvent d'une BM, mais qui sont à 18 ans d'en acheter une, ou en tout cas, qui n'en auront peut-être jamais. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se fier sur ce que Facebook nous dit à ce moment-là. Donc, parce que Facebook ne connaît pas tous nos paramètres pour être capable d'évaluer de la bonne façon. Donc, j'oserais plutôt dire, allez valider quel créatif, quel type de publication, quand vous faites une approche plus publicitaire, fonctionne bien puis vous donne des résultats. Et c'est sur ceux-là, qu'il faudra se concentrer. Puis, admettons justement que le contenu qui a été suggéré, il performe super bien, mais ce n'est pas en lien avec les objectifs d'affaires. Comment on peut s'inspirer de celui-là peut-être pour justement aller générer un contenu ou un créatif qui va être peut-être un peu plus en lien avec les stratégies d'affaires, puis peut-être essayer d'aller le monétiser? Comment on est capable de mettre ça en place? Bien, ça peut être la même créatif, mais sur une audience différente. Peut-être que ce créatif-là... puis en fait, par exemple d'une publication, c'est peut-être difficile de tourner une publication qui est
vraiment pas relié à un objectif d'affaires puis de la tourner en une publication qui a un lien avec un objectif d'affaires. C'est un peu complexe, là. C'est plus de s'inspirer, de voir comme, OK, ça a bien performé, comment on est peut-être capable de créer un contenu qui va rejoindre plus un objectif d'affaires mais qui va répondre à certains critères qui fait que celui-là a bien performé. C'est pas une question simple, il n'y a pas de réponse simple à tout ça, mais j'aurais envie de dire il faut aussi que dans ce que vous créez comme publication ou comme créatif publicitaire, qui peut être une publication ou non, qui pourrait être un dark post qui est moins dark qu'avant, mais qui n'est quand même pas une publication. Qu'est-ce que je gagne comme usager? Je suis un client potentiel. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je reviens sur le return on attention. Donc, comme usager, je suis sur Facebook gratuitement. C'est pas tout à fait gratuit. On se donne. On se vend nous-mêmes. Mais quand même, on est là gratuitement. On donne notre temps. Est-ce que j'ai une marque qui m'a compris? Un qui sait que je suis un homme. J'ai encore des marques qui me ciblent parce que j'ai liké des vêtements féminins parce que c'était un client dans le passé. Et aujourd'hui, je vois des pubs de vêtements féminins dans mon fil d'actualité. J'accepte pas ça. Il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait son boulot. Donc, simplement de s'assurer dans la création qu'on fait, dans la réflexion qu'on fait, de respecter les gens, de respecter l'intelligence des gens et de fournir un créatif, une publication qui peut être drôle, qui va ne serait-ce que livrer une certaine émotion à la personne. Je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être de te faire rire, de te faire un peu pleurer, pas pleurer, mais d'être émotif, de t'informer, de dire « Hey, by the way, on a des nouveaux vêtements techniques pour le sport extérieur. » Ah! Puis là, ben, tu pourrais faire, toi qui aimes, parce que les gens savent que je suis un fan de ski de fond extrême, bien, ski de fond extrême, c'est comme un drôle de paradoxe, mais de ski hors piste, devrais-je dire. Bien, les entreprises peuvent le savoir. J'aime assez de pages, je consulte assez de contenu, mais parlez-moi. Puis c'est comme, oh, là, je viens de découvrir une marque que je connaissais pas, que je connaissais, mais je ne savais pas qu'elle m'offrait ça. Bien là, je vais aller voir c'est quoi cette nouvelle ligne-là. Donc, ça demeure très, pas promotionnel, mais très corporate, donc très aligné sur un objectif d'affaires, mais ça informe quand même la personne qui est de l'autre bout de l'écran. Mais tu l'as dit, c'est surtout d'informer la bonne personne. Oui. Avec les data. Il n'y a pas de raison puis on revient encore une fois aux audiences. Donc, tout ça, c'est tout le temps un cercle vertueux ou vicieux, dépendamment de quel côté on se place. Mais oui, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il faut respecter les gens à qui on s'adresse, leur livrer un message qui est court, mais qui est pertinent pour eux. Puis c'est déjà un bon début. Puis là, on se lance, on va dans le vif du sujet. Pourquoi les PME se tournent principalement vers Facebook, Google? Peut-être, outre le fait les budgets, pourquoi on délaisse un peu plus les médias locaux comme les journaux locaux? Puis, Bon, écoute, là, tu sais, de toute évidence, c'est le temps passé à consommer du média. Le temps passé, il est où? Il est sur Facebook, il est sur Instagram, il est sur Snapchat, il est sur, tous ces nouveaux médias numériques-là, qui sont en grande partie, malheureusement, pas québécois, pas canadiens. Puis j'embarque même pas dans... Ils ne payent pas de taxes, hein, mais bref, c'est des entreprises qui sont étrangères. Donc, naturellement, que moi, comme entreprise, si je suis une PME puis je veux m'adresser à des gens qui sont dans un rayon de 10-20 clients autour de moi, bien, normalement, on allait vers les journaux locaux. Puis c'est encore une offre qui existe, mais c'est de moins en moins consommé. C'est quoi ma prochaine étape? Bien, la radio peut fonctionner. Encore une fois, la radio, c'est un excellent média aujourd'hui. Ça touche les gens. C'est un retour sur l'investissement qui est parfait. Les gens sont captifs et ils vont l'écouter, le message, quand c'est encore une fois le bon message. Mais tout ça pour dire que au-delà de tout ça, il faut retrouver nos gens. Les gens sont sur des médias tels que Facebook. Puis moi, une des choses sur lesquelles j'aimerais, j'ai pas le temps là, de m'y accorder, j'ai pas assez de temps à y accorder, mais je me promets de le faire. J'ai des discussions avec des gens de chez Québécois, j'ai des discussions avec des gens de d'autres médias. Je tiens à ce que les entreprises locales comprennent. Quelques-unes l'ont fait. Tu sais, on est... En fait, là où je m'en allais, c'est comprennent que les normes IAB, là, une bannière et un big box, là, ça sert une petite partie de tes objectifs, mais pas une très grande. Ouais. Puis partir d'un big box pour être capable d'avoir une conversation, être capable d'amener quelqu'un vers une destination, c'est difficile.
Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça coûte cher en plus. Oui, il y a de la programmatique. La programmatique, il y a encore beaucoup de fraude quand même, donc il faut faire attention. Quoiqu'il y en a qui le font très bien. La programmatique a permis de donner un accès à de l'affichage qui est moins cher. Mais encore une fois, c'est un problème parce qu'il est moins cher, donc ça rapporte moins nos médias. Mais au final de tout ça, c'est le foutu modèle publicitaire. C'est l'offre publicitaire. J'ai rien inventé. Moi, je suis arrivé chez Facebook, tout était fait. Hein? De toute façon, c'était très simple, mais j'ai cru aux médias. J'ai cru à l'offre que Facebook avait mis en place. Mais ce que j'ai adoré quand je suis arrivé là-bas, comme acheteur média, avant d'arriver chez Facebook, je trouvais ça super compliqué. C'était vraiment complexe de comprendre les différents créatifs vidéo versus colonne de droite. C'était bordel. Au moment où j'arrivais chez Facebook, il y avait un investissement massif qui se faisait dans l'optimisation du modèle publicitaire, de l'offre publicitaire de Facebook, dans la simplification du modèle publicitaire de Facebook. On ne veut pas avoir 32 formats, on en veut 5 objectifs. Et pour y arriver, bien, ils ont investi. Pour y arriver, ils ont refusé que les normes IAB soient la norme pour Facebook aussi. On parle du modèle natif aujourd'hui. Facebook l'a forcé, a perdu des clients comme GM qui ont dit non, nous, on veut mettre des bannières. Puis en fait, bien, on s'excuse, mais on n'en fera pas. Bon, je ne suis pas sûr si c'était pas arrangé avec le gars des vues, on ne le saura jamais. Mais avec leur gros million, GM est parti, 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard, ils sont revenus. Bref, Facebook, naturellement qu'il y avait la force. Il y avait le volume d'audience pour dire, si vous venez afficher chez nous, vous allez créer un créatif publicitaire qui est propre à Facebook. Vous ne pourrez pas l'utiliser n'importe où ailleurs. Vous ne pourrez pas l'utiliser chez Twitter. Vous ne pourrez pas l'utiliser chez YouTube. C'est un créatif Facebook. Ceci étant dit, quand on regarde l'efficacité du modèle publicitaire, oui, il y a la donnée. C'est clair qu'il y a de la donnée extraordinaire et que ça aide. Mais au-delà de ça, Facebook a fait tout en leur possible, tout en son possible, pour que l'expérience publicitaire soit aussi riche que l'expérience d'application en soi. La plupart des gens interagissent avec une pub sans ne serait-ce savoir que c'est une pub jusqu'à un certain point. Pas juste parce que c'est pernicieux ou... Non, c'est un format qui est identique au contenu. C'est la même chose. C'est pas du beau contenu avec une petite pub à côté. C'est un créatif publicitaire à l'intérieur même de l'endroit où je consomme du contenu. Le fil d'actualité a forcé ça. Là, on regarde des médias québécois ou canadiens, là, même. C'est le même problème partout dans le monde, mais on a une sensibilité au Québec. On a aussi la force d'être le Québec. Pourquoi on ne peut pas se rassembler comme médias locaux puis de décider de faire une offre publicitaire qui va être propre à 5 ou 10 ou les 10 plus importants médias locaux? Première des étapes. Pour moi, je pense que c'est inacceptable. Puis là, je pense qu'il y a du natif. Des gens comme Urbaniel l'ont compris il y a un petit bout de temps déjà. Je pense qu'il y a des... Bon, la Presse Plus, c'est un format natif. En fait, je pense pas que c'est vraiment un format natif. Il y a 12 formats publicitaires, c'est propre à la Presse Plus. Les gens y vont parce qu'ils ont une force de distribution puis sont très lus. Mais sinon, mais quand même, les gens sont allés. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ça ailleurs? Mais s'il vous plaît, moi, je me croise les doigts, sortez l'IAB. Bref, pas... Encore une fois, je vais faire attention à ce que je dis. C'est pas de sortir l'IAB, mais c'est que l'IAB aussi développe des normes qui vont aider nos médias. Parce que si on s'arrête à du big box puis de la bannière, on n'y arrivera pas. Première des étapes. Je suis parti, là. Non, vas-y. T'es sûr? Oui, le plancher est à toi. Parfait. Deuxième étape... Moi, j'écoute avec la bière. C'est parfait. C'est moi qui ne bois pas pendant ce temps-là. Deuxième étape, c'est de... je m'en allais où? Ben, tu dis qu'il faut non, excuse-moi, c'est ça. Donc, oui, de créer, d'avoir une offre publicitaire là, qui est digne d'être en 2018, première étape. La deuxième étape, c'est je vais finir par le dire, mais est-ce que vous savez c'est quoi le ratio des revenus publicitaires de petites et moyennes entreprises chez Facebook et Google versus les grandes entreprises? Oui. Chez Facebook, à une certaine époque, c'était 50-50. Selon moi, aujourd'hui, c'est probablement plus 60 pour les PME, ce qu'eux appellent les SMB, versus 40. J'ose croire, sans bien connaître dans le moindre détail, que chez Google, c'est la même chose. Donc, on a réussi à démocratiser
l'accès à l'achat publicitaire, aux plateformes et aux créatifs publicitaires. Je suis un restaurant du coin, je peux investir 100 $ par mois, 200 $ par mois sur une publicité Facebook. Je peux le faire moi-même jusqu'à un certain point. Facebook a offert des outils qui sont super... Il n'y a plus de frais, là. Puis c'est du libre service, donc j'ai une plateforme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Business Manager. On peut même ne pas l'utiliser puis être en Ads Manager, qui est un outil qui est assez intuitif aujourd'hui. Avec 2-3 lectures de blogs à gauche et à droite, pour ne pas nommer les John Loomer de ce monde. Il y en a plein qui font du bon contenu. Il y a Facebook qui fait des certifications Blueprint ou même du contenu à consommer qui est totalement gratuit. C'est pareil chez Google. Et demain matin, la DG, la propriétaire du café ou le propriétaire d'un gym en ville ou peu importe, est capable de s'inventer un rôle de marketeur, d'être capable de se publiciser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le meilleur contenu et tout. Je pense qu'on peut s'entourer de personnes qui connaissent le métier. Il y a beaucoup de travailleurs indépendants dans le milieu des médias sociaux en plus et de Google aussi, ce qui est fantastique. Mais ça donne accès à de la publicité pour très, très peu. Si je vais essayer de faire un placement publicitaire dans le Journal de Montréal ou dans la presse, on va prendre la presse plus comme exemple, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Puis c'est pas ciblé. Je suis un peu sur le cul, si je peux m'exprimer, de voir que la presse est un journal électronique, donc maintenant c'est un journal numérique à 100%, mais c'est déconnecté comme expérience. Je ne peux pas décider qu'une publicité va rejoindre les hommes versus les femmes. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je suis un gym pour femmes. Je ne vais pas mettre 50% de mon budget média sur des hommes. Bref, je ne vais pas m'enflammer, mais créer des formats publicitaires et donner accès à nos petits annonceurs qui ont des millions de dollars à investir, il me semble que la marche n'est pas si haute que ça pour nos médias locaux. Fait que moi, de mon côté, je m'appelle Greg Medialam. On a lancé une nouvelle entreprise. On se dit social, mais c'est pas Greg Social, c'est pas agence sociale. Parce que j'espère que dans un an, je vais pouvoir dire à mes clients, on va investir la moitié de ton budget chez Facebook, puis l'autre moitié dans l'entreprise Québec Inc. Puis que dans 2 ans, ça sera 2 tiers, 1 tiers Québec au lieu du reste. Mais je ne peux pas forcer mes clients à investir de l'argent si je n'ai pas de retour sur l'investissement qu'ils font. Exact. Puis aujourd'hui, la réponse à toute cette grande question qu'on pose, le retour sur l'investissement, il est tough à aller chercher en tabarouette dans nos médias traditionnels. Puis je parle traditionnel, numérique depuis 15 ans, mais qui ont un modèle qui est flat, là. Puis aujourd'hui, on se réveille et hey, ça marche pas. Mais ça, c'est un autre élément aussi qui est peut-être intéressant de discuter, c'est au-delà des big box puis des pubs traditionnels, est-ce que le contenu sponsorisé, on n'en voit pas tant que ça non plus au Québec dans nos médias traditionnels. Donc, du contenu Facebook qui est en lien avec un partenaire ou quoi que ce soit, qui, par exemple, la presse qui ferait des petits reportages sur les différents restos à aller voir à Montréal, puis qu'on fait du beau contenu pour les médias sociaux qui parlent, on n'en voit pas ça non plus. On commence à peine. Je l'ai vu par accident. Puis je pense que je vais nommer de Gazette, qui je crois, il y a probablement des reps quelque part qui se sont dit hey, on pourrait faire du cross-selling. Si on vend un article dans le journal, peut-être qu'on pourrait le vendre aussi avec notre publication Facebook en tant que, tu sais, il y a un shake-hand qui se fait, en tant que contenu commandité ou sponsorisé. Il y en a qui commencent à le faire du bout des doigts, du bout des lèvres. On y arrive. Je pense qu'il y a encore une fois énormément... Peut-être que ça vient d'un milieu qui est très traditionnel, qui a aseptisé un modèle publicitaire pour qu'il soit le plus identique à ce que tout le monde connaissait quand c'est de la télé, puis des billboards, puis des journaux. Ouais. Mais guess what? La game aujourd'hui, pour les 20 prochaines années, ça peut pas être « on va faire un pre-roll ou on va... » le pre-roll fonctionne. Je ne sais pas si tu as écouté les Olympiques. Oui, puis là, j'embarque dans une game. On va faire attention. Mais c'est sûr que tu as écouté les Olympiques. Oui. Moi, je les écoute.
J'ai tellement vu de pubs dans les 2 derniers jours, là, j'ai fou. Ah ouais, hein? Parce que là, à chaque capsule d'1 minute, j'ai 3-15 secondes. Chaque capsule d'1 minute, 2 minutes, 5 minutes, j'ai 3-4-15 secondes qui me reviennent. Je comprends l'intérêt. Il faut monétiser notre trafic. Je comprends. C'est une expérience cool pour une marque. Je n'aimerais pas les marques que je vois. J'ai quasiment pas le goût d'y aller. Non. Parce que pourquoi on n'offrirait pas un modèle de marketplace? Puis d'être capable. Pourquoi YouTube fait de l'argent avec des TrueView, des ads que les gens n'ont pas skip? Oui. Parce que les gens se sont forcés de derrière à faire une meilleure ad. De faire du meilleur contenu. Je crois. Oui. Puis aussi, parce que le modèle forcé nuit au final à certaines marques. Et puis je comprends que les médias ont besoin de se monétiser. Je comprends ça complètement. Bien, ils font un peu aussi, par contre, pendant les Olympiques. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, Radio-Canada a certaines capsules, comme le mentor Petro-Canada, où là, c'est vraiment un peu plus comme du marketing de contenu, où là, on a une entrevue avec un athlète, puis là, elle parle de son mentor, puis là, à la fin, tu vois que c'est commandité ce contenu-là par Petro-Canada. Fait qu'on l'a un peu, mais on a encore quand même le pre-roll, puis le... Bien, tu sais, en tout cas, regarde, je consomme beaucoup des Jeux olympiques par mon app mobile, par l'app mobile, qui est génial. Puis, comme le décalage est de 13, 12, 13, 14 heures, je ne sais plus, c'est sûr qu'on a de la misère à tout écouter live. Et j'en ai vu des vidéos pareilles, là, du même 15 secondes, 6 fois dans la même demi-heure. Je suis pas certain que... Je suis pas mal certain que c'est... Il n'y a pas d'option, que je comprends pourquoi, mais j'aimerais ça qu'il y ait une option. Mais en fait, personne est très gagnant parce que l'auditeur n'est pas gagnant parce que ça ne l'intéresse pas. La personne qui présente le commanditaire, bien, il n'est pas gagnant parce que c'est tout le temps la même pub qui passe, puis à la fin de la journée, ben, tu n'es pas plus intéressé à acheter le produit. Puis Radio-Canada, ben, eux autres font un peu d'argent, mais... Bien, il faut que Radio-Canada le fasse. Là. Puis encore une fois, j'ai juste hâte qu'on arrive avec d'autres types de contenus. Puis au lieu d'être forcé, c'est un fil d'actualité, l'app mobile. Pourquoi je ne m'insérerais pas là, puis je m'insérerais là, pas avec un big box? Parce qu'encore une fois, quand on voit des publicités dans des apps mobiles qui sont québécoises, qu'est-ce qu'on voit? Un GIF animé de 15 secondes et moins, d'un poids X. Hey, on est 99 all over again. C'est... Bref, je veux pas juste critiquer, je veux pas juste être de ceux qui cognent sur certains médias juste pour le fun de le faire. Je veux m'impliquer. Puis je vais le faire. J'ai commencé un petit peu à parler à certains joueurs des technos à Montréal. J'ai parlé à des gens de médias. J'ai la capacité de parler à certains décideurs. C'est ce que Facebook m'a apporté, puis je vais en profiter encore une fois. Puis j'espère qu'on va réussir à, si c'est pas tout le monde, à rassembler autour d'une même table bientôt, au printemps, des joueurs qui vont accepter d'échanger de la donnée, par exemple, pour être capable de créer un modèle qui va être ouvert, qui va être pertinent, parce qu'encore une fois, et avec les joueurs, les plateformes de DMP et compagnie en programmatique, en fait, il y a des grands annonceurs qui commencent à maîtriser leur propre plateforme de gestion de la donnée. Mais les médias ont accès de plus en plus de données intelligentes de leur côté, les annonceurs aussi. Je pense que si on fait un grand melting pot de tout ça, en protégeant de la donnée, là, je ne vais pas me battre contre Facebook. Je pense que ça ne serait pas intelligent de le faire. Ils ont trop de milliards derrière eux. Oui. Mais dans notre marché, je pense qu'on peut être innovateur, puis sortir des sentiers battus, puis écoutez, je pense que ça se fait un petit peu en Europe. J'ai cru entendre aussi en Europe, bien, on a beaucoup plus de sensibilité à la confidentialité des données, entre autres en Allemagne, aussi en France, dans l'Union européenne. Donc, Facebook, Google et compagnie ont peut-être plus de difficultés, puis les médias en profitent et trouvent des façons d'être originales et arrivent avec des modèles qui sont différents. Et ça peut se faire au Québec. Ça peut se faire, ça peut se faire. Mais aujourd'hui, j'ai de la misère. Si quelqu'un me demande si j'ai 100 000 là, j'ai une petite entreprise, je vais investir 100 000 de médias en 2018. Puis c'est 100 000, c'est gros, là. Il y a bien des entreprises qui ont moins que ça. Ils disent que c'est juste avec ça qu'ils ont gagné les élections. Bien, à peu près. Qui ont fait changer les élections. T'imagines la puissance que ça a, tu sais.
Mais si une entreprise a 10 000 ou 50 000 ou 100 000, mon réflexe, c'est qu'il faut que tu testes Google et Facebook. And then, ou après, tu verras. Ouais. Puis souvent, c'est là qu'ils vont aller chercher un maximum de visibilité, un maximum d'efficacité. Fait que, bref. Bien, justement, là, ça nous rapproche de peut-être la portion un peu plus concrète. Donc, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a un budget pour essayer de faire un peu de placement média, là, ça serait quoi ton conseil vraiment pour savoir comment investir ça pour que ça rapporte le mieux? Un conseil. Ouais. Bien, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Je crois que plus tôt dans l'émission, on en a parlé, dans le show, on en a parlé. Mais c'est définitivement, de toute façon, les médias sociaux, quelle que soit la plateforme, c'est là où tu as le meilleur coût de l'attention des gens. C'est là où c'est le plus efficace, le moins cher et tout ça mis ensemble. Donc, commencez par réfléchir social, par réfléchir numérique, mais fort possiblement social. Et définissez les personas à qui vous voulez vous adresser. On va parler d'audience après ça. Mais vos personas, les gens à qui vous vous adressez, qui sont vraiment importants pour vous, allez étudier leur comportement en ligne. Il y a différents outils pour le faire, leur comportement social. Puis testez Google, testez Facebook, puis lequel va vous donner la meilleure performance. Puis allez-y là où vous avez le meilleur retour. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre succès que faire des petits tests, puis de voir lequel m'apporte le meilleur retour. Si peut-être 3 outils que tu utilises à tous les jours là, qui changent ta vie. Messenger, moi, c'est mon outil de communication. Bien, j'imagine que j'ai encore un peu de sang bleu là, de Facebook, donc mais Messenger est ultra pratique, peu importe avec qui je communique, avec la vidéo maintenant et tout. Donc, vraiment, c'est mon outil de communication de prédilection. Slack, OK. Honnêtement, c'est probablement pas mon préféré, mais c'est celui qui est le plus démocratisé en ce moment. Tous nos clients à peu près l'utilisent, nos partenaires l'utilisent. Je pense qu'avec Slack, on fait un bon bout de chemin au niveau... en fait, le grand côté pour moi de Slack que j'adore, c'est la réduction des courriels. OK. Donc, je trouve que quand on a de quoi se dire, c'est beaucoup plus rapide. C'est un peu comme un téléphone, en fait, en version one-on-one ou en canal, avec un petit groupe. La communication se fait vite. Puis, au final, le dernier, j'aurais envie de dire un outil québécois que j'utilise pour faire du reporting. Il n'y en a pas beaucoup. On en a étudié pas mal. Puis, les gens de Québec, chez Dash 10, OK. Font un travail de feu. Moi, on a pas mal tout analysé. Il y en a d'autres, il y a des tableaux de ce monde, il y a des grosses plateformes très, très chères, mais quand tu veux faire du reporting, Google Social, Engagement, c'est assez, puis tu peux les pousser assez loin, ils font un bon travail, ils ont un bon support, mais c'est un outil moi, c'est mon dashboard quotidien. Là. Chaque matin, quand je te parlais, je regarde les chiffres, on s'est préparé des dashboards pour nos clients, puis c'est mon overview de la journée, là, à peu près. Là. Fait que Dash 10, tu as vraiment tout au niveau tes KPI, ton engagement. Exact. Campagne publicitaire, Google, Facebook. Fait que Google Ads, Analytics. Facebook Ads, tout est là-dedans. Exact. OK. Fait que Dash 10, c'est un outil à essayer. Écoute, il y en a d'autres, mais moi, ça a été mon préféré. OK, on y va dans la portion éclair maintenant, ronde éclair. Go, go, go. Quel est ton show préféré sur Netflix? J'ai écouté Google un show Play, extraordinaire. Non, je suis très Netflix. Et récemment, j'ai écouté Manhunt Unabomber. Oui. J'ai capoté. C'est spécial, hein? C'est une histoire vraie, on le sait. C'est l'histoire d'un terroriste américain, fin 70, début 80, jusqu'en 90, quasiment 2000. Une histoire de fou, une histoire complètement cinglée. C'est hyper bien réalisé. Mindhunter, que j'ai beaucoup aimé avant. Stranger Things ferait partie de mon top 3. Mais j'ai tellement capoté en un week-end. J'ai pas le temps, mais on s'est claqué. Même en 48 heures, on s'est claqué les 8 épisodes de Manhunt Unabomber. J'ai envie de la vendre à tout le monde maintenant. Oui, j'ai vraiment aimé. Il n'y aura pas 2 saisons, clairement, parce que, bon, on connaît l'histoire. Mais c'est super bien réalisé. Paul Bettany, je l'adore, puis c'est un vrai
crazy dans tous les sens du terme, parce que c'est lui le terroriste de l'histoire. C'est un acteur extraordinaire, puis dans cette série-là, il est magnifique. Ta chanson sur repeat sur Spotify? Hey, j'écoute beaucoup Charlotte Cardin. OK. Je trouve qu'on a une Québécoise hyper talentueuse, anglo-franco, elle fait un super boulot, puis écoute, j'essaie de trouver sa plus récente, là, je me rappelle même pas du nom de la tune, mais que j'écoute. Je ferais pas dire. Moi, je l'ai découverte, à Tout le monde en parle, là, mais j'ai pas réécouté récemment. Ouais, j'écoute beaucoup Charlotte Cardin. Mais je suis en loop, T'as beaucoup de playlists. J'en ai pas mal, mais c'est probablement celles-là qui seraient au sommet de ma liste des plus écoutées. Quel invité t'aimerais voir assis à ta place là, la prochaine fois? Qui t'aimerais entendre parler de son expérience ou de sa spécialité au Québec? Bien, je pense qu'il y a plus de monde qui devrait entendre, puis j'en ai déjà parlé, mais Nelly Brière, moi, j'aime beaucoup, puis elle fait un super boulot. Elle comprend bien tous les algorithmes et tout. Bref, elle est occupée, je ne sais pas si c'est disponible et tout, mais Nelly, pour moi, c'est une championne. Je vais nommer quelqu'un avec qui je travaille potentiellement ou possiblement bientôt, mais qui est Lydiane Saint-Onge, donc une influenceure du monde du voyage, Lydiane autour du monde. Je trouve que c'est une de celles. Et ce qui est bien, c'est que beaucoup d'influenceurs sont YouTubeuses, beaucoup d'influenceurs sont Instagrammeuses. Très, très peu d'influenceurs sont Facebook. Et elle a réussi à se bâtir une communauté québécoise, en grande partie, de 100 000 personnes et plus, beaucoup d'engagement. Elle fait du magnifique contenu, puis je pense qu'elle aurait beaucoup à apporter dans la création de contenu, dans sa compréhension de la plateforme. J'ose espérer qu'elle comprend quelque chose parce qu'elle fait du contenu de feu, puis ça fonctionne bien. Donc, Lydiane pourrait en être une également. J'ai envie de nommer mon amie Mélanie Daigle, qui est de Happy in Africa, qui est une Québécoise, mais qui est exilée au Sénégal maintenant, qui a lancé une plateforme extraordinaire qui montre le bon côté de l'Afrique. Puis on n'entend pas assez parler. En quelques mois, même pas une année, elle est arrivée à 600 000 fans, presque 700 000 fans. C'est compliqué pour elle parce que c'est un média africain, il n'y a pas d'annonceur. De monétiser ce 3/4 de million de personnes-là, c'est pas évident. J'essaie de travailler avec elle pour trouver des pistes, mais je pense qu'elle aurait beaucoup à dire de son apprentissage la dernière année sur Facebook comme média et comme média africain. Donc, ça serait intéressant de l'entendre. Donc là, on a des invités pour les 3 mois à venir. Je vais t'arranger ça, moi, tu vas... Puis finalement, Sylvain, comment on peut c'est quoi le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi si on veut te parler de Greg Media Lab ou te poser des questions sur peut-être les meilleures pratiques pour faire du placement en Facebook Ads ou aller chercher, s'inspirer du data pour créer du contenu? Bien, on n'est vraiment pas présent beaucoup encore parce qu'on est toujours trop occupé puis cordonnier mal chaussé, mais notre page Facebook... écoute, on a 7 likes, on n'est pas dans une grande communauté, mais on veut commencer notre stratégie maintenant. Venez me voir sur Greg Media Lab, la page Facebook, mais LinkedIn, Sylvain Martel, il y en a plusieurs, mais un seul qui a été chez Facebook. Fait que je suis facile à trouver, je suis facile à rejoindre, je réponds pas mal tout le temps, puis j'accepte les invitations avec grand plaisir. Puis je vais continuer d'essayer d'aider. Donc, puis si ça vous tente de m'ajouter sur Facebook, je ne suis pas toujours aussi agréable, mais j'accepte pas mal d'invitations aussi. Donc, je dirais dans l'ordre de priorité, on va dire LinkedIn, notre future page Facebook de Greg Media Lab, qui va être active bientôt, puis mon compte Facebook. Bien, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui. On espère que vous avez aimé. Je vais aller voir juste avant de terminer le show. Voir si on a des questions Facebook qui se sont ajoutées. Alors, pour l'instant, on a fait le tour. On a Samuel Collard qui dit « Je suis au Kamouraska et je remarque tout à fait que le budget publicitaire est distribué entre médias locaux, radio, journal et le reste est sur Facebook, Instagram, etc. Quel conseil donneriez-vous à ces médias locaux pour tirer davantage leur épingle du jeu? » Et ça revient à ce qu'on s'est dit tantôt. Aujourd'hui, regarde, je connais Kamouraska, pas beaucoup de grandes villes, stations de radio, il ne doit pas en avoir tant que ça. Donc, je ne sais pas s'il y a de la radio, mais la radio fait le travail. Les médias locaux qui fonctionnent, c'est malheureusement Facebook,
Twitter, parce qu'on peut cibler dans une région donnée sur des rayons très précis, puis il y a des utilisateurs. J'ose espérer, c'est Samuel, j'ose espérer que dans un an, on pourra dire, écoute, il y a une offre publicitaire extraordinaire québécoise qui aura pris la place, mais à court terme, la meilleure façon, c'est d'être présent sur Facebook, d'investir un petit peu de dollars en médias, de bien le faire en géociblant, en prenant le temps de créer une belle publication ou une belle petite publicité, mais de la cibler aux bonnes personnes. Alors, merci Sylvain pour ces conseils. Merci. Évidemment, ceux qui ont manqué peut-être le début du show, ce sera disponible sur Facebook par la suite, également disponible sur YouTube et en version podcast sur iTunes et Google Play. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 3e épisode du Social Show. Sylvain, encore super la conversation et je vous dis à tout le monde à la prochaine.